Pendant que nos invités continuent de s'installer tranquillement, je me retourne vers vous, Alexis Corbière. Quelle est votre première réaction? On disait que politiquement, le gouvernement devait avoir le soutien de la CFD, les syndicats réformistes et du MEDEF. C'est visiblement le cas ce soir. Vous qui étiez contre ce projet de réforme globalement, quelle est votre réaction? Bon, déjà, je ne reprends pas le point qu'il y avait tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un syndicat réformiste, car... Oui, alors, on est dans le... Voilà, ce n'est pas un jugement, c'est deux façons de... J'entends bien, mais vous, comme télé, qui n'êtes pas juge, j'espère, vous pas. n'avez pas à reprendre... FO, par exemple, est un syndicat réformiste, voire même, en vérité, la CGT, donc... Et parce que nous a expliqué, M. Verguet, l'aspect historique de tout syndicat, par définition, est une organisation qui en est obligée de faire un compromis. La question, c'est que des syndicats, ils sont majoritaires, jusqu'à présent, il était même unanime, considéraient qu'il y avait une mauvaise proposition. Non, alors, bon, il y a une certaine confusion. Déjà, je pense que ce que fait aujourd'hui le Premier ministre est la démonstration qu'il y avait un malaise que je pourrais acter comme étant, bon, mais jusqu'à on avait l'impression qu'il ne voyait pas très bien qu'il y avait une rue qui bougeait. Là, il le voit. Maintenant, il faut être précis. Moi, de ce que j'observe, quand je lis la lettre, j'ai manifesté aujourd'hui, je la lis à travers ce qu'en disent les médias. C'est extrêmement cadré. Il dit, il est hors de question de toucher sur les cotisations qui ne doivent pas augmenter les cotisations patronales et les pensions ne doivent pas baisser. Donc, le seul paramètre, si on veut atteindre l'équilibre, sachant qu'en plus, ce dont il est question, c'est que désormais, ce soit calculé sur la totalité de votre carrière et peut-être plus seulement sur les meilleures années. Bref, c'est de faire travailler plus longtemps, il n'y a pas d'autre chose. Donc il invite les gens à discuter et jusque-là, alors qu'il fixait l'année de 64 ans, désormais il dit qu'il faudra trouver un point d'équilibre qui devient une espèce d'âge mystère qui peut-être même sera pire que 64 ans. Donc j'ai envie de dire qu'à ce stade, quand même, de la part d'Édouard Philippe, quand on regarde, bien sûr politiquement je pourrais dire il y a un recul, mais je pense qu'Édouard Philippe, lui, va même plus loin et d'un point de vue social, je pense qu'il n'y a en rien pour les gens qui manifestent une avancée. Je voudrais terminer sur un point, c'est que si l'objet de la lettre d'Édouard Philippe est en quelque sorte d'inviter les gens qui manifestaient aujourd'hui à plus invités, je voudrais dire qu'aucune des personnes qui manifestaient aujourd'hui n'était sur le mot d'ordre de cette histoire d'HPO. C'est pas le mot d'ordre. Le mot d'ordre aujourd'hui qui amène à ce que les gens manifestent, c'est le retrait. Et les gens qu'il s'agit, vous avez cité les organisations syndicales, je ne vais pas les renommer, elles ne manifestent pas. Donc on se demande à qui s'adresse Édouard Philippe au juste? À qui il s'adresse? Il s'adresse sans doute à ceux qui pourront faire que sa réforme sera acceptable par l'opinion. C'est un jeu politique. Quand savez-vous en attendant ce qui pose problème à Édouard Philippe, c'est les professions. Je ne suis pas Édouard Philippe. Non, j'entends bien. Mais les professions qui sont dans la rue, j'ai vu aujourd'hui des avocats qui sont dans la rue, des professions privées, etc. Eux, leur histoire, c'est pas les 64 ans, c'est pas ça le sujet. C'est le principe même d'une retraite à points. Moi, j'ai interpellé l'autre jour à l'Assemblée nationale M. Pietraszewski en lui demandant c'est quoi une retraite complète désormais avec le système à points? C'est combien? Il n'a pas été capable de le définir. À quoi ça correspond? Jusqu'à présent, c'est un certain nombre de trimestres, mais on ne sait pas combien ça va être. Donc, vous voyez, tous les éléments du danger sont là. Il faudra travailler plus longtemps. Et j'ai envie de dire que jusqu'à présent, il y avait ce chiffon rouge de 64 ans. Mais ce qui nous dit, lui, c'est un âge glissant, un âge mystère qui pourrait même aller plus loin peut-être, avec la capacité pour les organisations. Je reviens vers vous. Le dernier mot. Je vais saluer les autres. Non, il n'y a pas de souci. Bonsoir, Anne Gente. Bonsoir. Député La République En Marche des Français établis hors de France. Thierry Marty, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire fédéral UNSA Ferroviaire. Et Simon Dutheil, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national Solidaire. Je commence avec vous, Thierry Marty. Vous êtes venu souvent sur le plateau. Nous avons souvent échangé sur cette question. Quelle est votre réaction ce soir à ce compromis? Est-ce que ça va dans le bon sens pour le représentant de l'UNSA Ferroviaire? Ça permet de travailler concrètement sur l'équilibre du système. Ça permet de poser les chiffres sur la table voilà, et de trouver justement un équilibre pour le financement du système. Un équilibre qui ne soit pas forcément un âge d'équilibre, ou en tout cas pas comme il était prévu jusque-là. On ne vous sent pas dans un enthousiasme débordant? Non, mais voilà, on travaille. Toujours plus compliqué de travailler que de rester sur les slogans. Je ne sais pas si vous dites ça pour votre Simon Dutheil, je rappelle, secrétaire national de Solidaire. Tonalité différente, évidemment, de votre côté? Oui, je n'ai vraiment pas d'accord avec ce qu'il a dit. Pour nous, là, c'est un tour de passe-passe. Il n'y a rien du tout. Voire, il y a pire. Parce que dans cette lettre, il est juste question de cadrer la façon dont on pourra remettre en place quelque chose qui ressemblera à de l'âge d'équilibre, puisque de toute façon, on ne pourra pas toucher aux cotisations sociales. C'est ça qui nous est dit, en fait. Allonger la durée du travail. C'est la seule promesse que fait ce gouvernement. Et, in fine, quand même, malgré le fait qu'ils s'en défendent dans cette lettre, baisser les pensions, parce qu'avec la règle d'or et l'alignement de toutes les retraites sur 14% du PIB, avec l'augmentation du nombre de retraités, ça mènera inéluctablement à la baisse des pensions pour toutes et tous, y compris les retraités des années qui viennent. Donc, c'est non seulement du vent, mais c'est aussi assez scandaleux de vouloir dire que c'est de la justice sociale, cette réforme. C'est encore réécrit là.
faire croire que cette réforme serait de justice sociale, faire croire à l'ensemble des Françaises et des Français qu'il y aurait 1 000 € en minimum, en oubliant de préciser à chaque fois que c'est dit que c'est pour 43 ans de cotisation. C'est-à-dire qu'il faut avoir quand même travaillé toute sa vie pour avoir quoi, une pension à 85% du SMIC. Mais je pense que les personnes qui disent que c'est de la justice sociale, il y a bien longtemps qu'elles n'ont pas payé de loyer ou payé des factures pour penser que 1 000 € par mois, ça serait de la justice sociale. Donc pour nous, pour Solidaires, aujourd'hui, et pour, on verra tout à l'heure, une intersyndicale nationale est en train de se réunir dans nos locaux avec la CGC, avec la CGT, avec Force Ouvrière, avec la FSU, avec évidemment l'Union syndicale solidaire. Je rappelle juste qu'on représente la majorité des salariés aujourd'hui avec l'ensemble de ces forces syndicales. Voilà. On va voir ce qui en sort. A priori, on est quand même déjà sur ce qu'on a appelé, c'est-à-dire aujourd'hui, la suite sur le 14, le 15 et le 16, et de faire de jeudi 16 janvier une grande journée de manifestation interprofessionnelle sur le même modèle que le 9. Je vous coupe parce qu'en écho à vos propos, communiqué à l'instant de la CGT, la centrale se dit plus que jamais déterminée à obtenir le retrait du texte AGNT. Ça veut dire que le geste, la proposition d'Édouard Philippe est insuffisante ou qu'elle ne s'adressait qu'à une partie de ceux qui étaient prêts à l'accepter et pas à d'autres qui la refusaient par essence. Le Premier ministre s'est adressé à tout le monde, à toutes les organisations syndicales. Certaines ont pris la main tendue, mais il s'adressait absolument à tout le monde. Alors je me permets de préciser qu'il s'est permis de ne pas nous envoyer le courrier. On a juste il y a eu une polémique évidemment sur l'envoi du courrier. Enfin voilà. Mais c'est vrai que nous, non, nous, on ne s'adresse pas à nous, on est juste une structure syndicale. Mais je rebondis, est-ce que vous allez quand même aller à la table? adhérents. Est-ce que vous allez quand même aller à cette conférence de financement? Pour l'instant, de toute façon, on n'est pas invité. Vous allez sans doute l'être. Enfin, j'imagine que vous allez l'être. On verra. Ça n'a pas l'air d'être trop l'envie de ce gouvernement. Tous les acteurs syndicaux et partenaires sociaux doivent tous être associés à la conférence de financement sans aucune hésitation. La question, elle n'est pas posée comme ça aujourd'hui. Là, on nous remet à du plus tard. On nous fait miroiter des évolutions possibles sur une loi possible, sur un sujet aussi important. Mais on a l'impression d'avoir affaire à des pieds nickelés qui nous construiraient des choses dans tous les sens, qui reviennent en arrière et qui nous disent au final, c'est ce qu'il y a quelque part dans la lettre, que l'ensemble des Françaises et des Français seraient au courant vers le mois de juin de ce que serait leur future retraite. Non, du mécanisme d'équilibre. Du mécanisme d'équilibre financier. Il y a juste quelque chose qui est c'est le mécanisme d'équilibre qui est important. Qui a été répété et redit. On veut améliorer le système actuel. Et pour ça, il y a une seule solution, c'est le retrait de la réforme qui est en cours. Et à partir de là, on se met autour de la table et on voit comment on fait pour améliorer les retraites pour les femmes notamment. Et on en reparle dans un instant. Priorité au terrain. On va retrouver Loïc Besson qui est pour BFM TV devant l'hôtel de Matignon. Loïc, on sait qu'évidemment le Premier ministre avait annoncé des propositions concrètes. C'est fait, la lettre est arrivée à 16h30. Que contient-elle? Et visiblement, les premières réactions sont assez mitigées. En tout cas, elles sont assez peu surprenantes, on va dire. Voilà les mots de cette lettre. Je suis disposé à retirer du projet de loi la mesure de court terme que j'avais proposée, celle qui consiste à converger progressivement d'ici 2022 vers un âge d'équilibre à 64 ans. Voilà ce qu'écrit Édouard Philippe dans sa lettre aux partenaires sociaux, en référence, sans le citer ainsi, mais à cet âge pivot que refusent catégoriquement les syndicats, même ceux qui sont dits réformistes, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à soutenir le fond de la réforme. C'est un gage de confiance envers les partenaires sociaux, explique Édouard Philippe, qui donne quand même un cadre à cette concession sur l'âge pivot en 3 points principalement. D'abord, la notion d'équilibre financier du système des retraites d'ici 2027 sera toujours inscrit comme un impératif dans le texte. Il en va de la crédibilité des avancées que propose la réforme, explique Édouard Philippe. Le texte qui comportera toujours un âge d'équilibre mais non défini, pas de 64 ans. Ça sera un des leviers de pilotage collectif du système qui devra prendre en compte les carrières et les parcours de chacun. Et enfin, sur le calendrier, là, le Premier ministre reste ferme. Cette conférence de financement qui réunira les partenaires sociaux devra remettre ses conclusions d'ici fin avril pour qu'elles soient prises en compte dans le vote définitif de cette réforme des retraites par le Parlement avant l'été. Il est écrit noir sur blanc qu'en cas de non-accord entre ces partenaires sociaux, eh bien là, le gouvernement reprendra la main et prendra
par ordonnance les mesures, les dispositions qu'il estime nécessaires pour atteindre l'équilibre financier en 2027. Édouard Philippe qui conclut ces 8 points de son courrier ainsi: je veux être parfaitement clair là-dessus, je prendrai mes responsabilités. Le chef du gouvernement qui vient à l'instant de quitter l'hôtel de Matignon, qui attend maintenant les retours des organisations syndicales et patronales auxquelles il a envoyé ce courrier cet après-midi. Édouard Philippe qui s'est engagé à demander d'ici mardi un rectificatif du projet de loi déjà envoyé au Conseil d'État. Merci beaucoup Loïc Besson pour ces précisions. Alors je vais faire un résumé pour Édouard Philippe s'il regarde BFM TV. Du côté des syndicats, oui pour l'UNSA, pour la CFDT et le MEDEF, non pour la CGT, on vient de l'apprendre, FO et Solidaire. Et puis côté politique, Alexis Corbière le dira, le répétera, c'est non également pour Marine Le Pen. On écoute. Dès que le gouvernement a introduit cet âge pivot dans les réformes, j'avais indiqué que cet âge pivot n'était présent que pour pouvoir être retiré. C'est somme toute une vieille technique de négociation assez malhonnête, il faut bien le dire, qui consiste à introduire dans une négociation un élément inadmissible pour pouvoir le retirer et faire passer tout le reste qui est également inadmissible. Nous sommes toujours sur une réforme des retraites qui est profondément injuste, qui va précariser des millions de retraités et que par conséquent, rien ne justifie d'accepter de quelque manière que ce soit la mise en œuvre de cette réforme. Alexis Corbière, c'était un jeu de dupes, cet âge pivot. C'était un leurre, c'est ce qu'a dit Philippe Martinez d'un autre côté. Il n'abandonne pas, c'est la même idée qu'on appelle âge d'équilibre, âge pivot, c'est la même idée qui est maintenue. Enfin, je veux dire, le débat n'est pas sémantique. C'est est-ce que précisément, il s'agit de pouvoir repousser l'âge de départ à la retraite, c'est ça qui est proposé aux Français. Nous disions qu'il n'est pas socialement acceptable. Je dirais d'un point de vue démocratique, mais Emmanuel Macron s'est fait... Rassurez-vous, il va y avoir... Des négociations salariales qui se termineront à l'été, qui vont compenser ça. Mais moi, comme député, on va me demander, c'est-à-dire que l'enseignant député que je suis en février, d'avoir voté une réforme qui impacte les profs sans savoir exactement si ça va être totalement corrigé. C'est l'appel à la confiance que lance Édouard Philippe. Mais ça n'existe pas en politique. Je le répète, mais j'entends bien. Mais l'appel à la confiance, vous savez, c'est un gouvernement qui déjà, moi je le juge sur les actes, j'ai rien contre Emmanuel Macron. Il y a même un généalogiste qui a trouvé que je suis un ancien cousin à lui. Donc a priori, j'ai pas de... Mais par contre, sur l'assurance chômage, il a baissé l'assurance chômage. Sur les APL qui touchent les plus modestes, il les a baissés. Sur l'ISF, il l'a supprimé. Je pourrais faire la liste de tous ceux qui m'amènent sans avoir aucun a priori par rapport au bonhomme, c'est que de la politique. Plus que de la méfiance. Plus que de la méfiance. L'objet de cette réforme, on l'a bien compris. Écoutez, je répète l'argument. Si vous dites aux gens, sous Balladur, avant, en 1993, on est passé des 10 meilleures années aux 25 meilleures années. Désormais, c'est toute la carrière. Tout le monde a compris que votre pension, nécessairement, est impactée. Il y a des avancées pour les femmes qui vont avoir des enfants. Alors, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Non, c'est un mensonge. Non, mais par exemple, ça, c'est strictement faux. Si vous voulez des avancées pour les femmes, pour quelles raisons? Les pensions de retraite des femmes des femmes qui accouchent. Je ne parle pas des femmes en général. Même ça, les femmes qui... Mais si vous voulez des avancées pour les retraites des femmes, qui sont effectivement scandaleuses... Il faut revaloriser les salaires. Exactement. Si uniquement, sans même augmenter les salaires, mais juste faire une chose sur laquelle j'espère on est tous d'accord en plus, qu'à travail égal, la femme doit toucher le même salaire qu'un homme. On gagne 5 milliards... Un travail est entrepris là-dessus, c'est en cours. L'écart se réduit. Faites-le, vous gagnerez 5 milliards. C'est en cours, Madame Schiappa prépare une loi justement pour l'égalité femmes-hommes, c'est en cours. Eh bien, ça va rapporter 5 milliards, donc il n'y a plus de problème de retraite. Alors pourquoi vous faites cette réforme, madame? Parce que vous donnez l'exemple des 25 meilleures années, vous donnez l'exemple des 25 meilleures années, je vais vous donner un exemple très simple, vous avez quelqu'un qui fait 12 ans dans une entreprise et 25 dans un autre, avec 31 dans un autre, avec deux systèmes totalement différents, comme c'est pris les 25 meilleures années au prorata du temps passé dans chaque secteur, sa pension de retraite, au final, aujourd'hui, sera plus basse qu'elle ne sera demain dans le nouveau système. Donc oui, les 25 meilleures années, c'est pas une solution, surtout pour les carrières qui sont sinueuses. Donc la totalité de la carrière, c'est mieux? Ah ben bien entendu. Et donc la cotisation et les points. Et alors expliquez-moi pourquoi la Gère Carco ça marche beaucoup mieux. Parce que c'est un régime complémentaire. Vous avez bien compris que c'est pas la même chose. Et ben c'est justement pour ça. Et vous êtes au courant d'ailleurs que Force ouvrière s'est retirée de la présidence à Gère Carco parce que depuis qu'il y a un système pivot qui a été mis en place, les pensions baissent un petit peu. Arrêtez avec cet exemple. Mais arrêtez avec cet exemple. C'est faux. L'âge pivot en plus, la vous voulez faire croire, attendez, on va pas année. Polémiquer tous les deux. Vous voulez faire croire que la totalité d'une carrière, ça va être plus avantageux pour les salariés que les 25 meilleures années? Absolument. Ah ben dis donc. Alors je vous laisse cet argument. C'est incroyable. C'est fabuleux ce que vous dites. Je vous renvoie. Ça défie les lois de la physique. Ça défie les lois de la physique. Une règle d'or. Je viens vous donner l'exemple avec une règle d'or qui est inscrite dans la loi qui fait que les pensions ne baisseront pas. Mais par rapport à quel critère? Et c'est pour par rapport à aujourd'hui. Les pensions ne baisseront pas. Elles ne baisseront pas. Il y a bien un niveau de départ, c'est celui d'aujourd'hui. Les pensions ne baisseront pas. Et c'est bien ce à quoi. Les pensions ne baisseront pas. Oui, les pensions seront indexées sur quoi? Les pensions seront indexées sur quoi? pendant 10 ans. C'est inscrit également dans le projet de loi. Elles seront
indexés sur l'inflation. Et la règle d'or sur les 14% sur le PIB, oui, et si on fait autrement, et si on fait 15 ou 16%, les 1 ou 2%, vous les prenez sur quoi? Sur quel dispositif dans le budget de l'État? Sur quelle richesse? Mais madame, dans ce pays qui n'a jamais été aussi riche, vous nous dites sur quel dispositif? Madame, en 30 ans, nous sommes passés de 7% du PIB consacré aux retraites, aujourd'hui à 14%. D'accord? Donc on peut, c'est pas en soi le chiffre de 14%. Heureusement, on peut se féliciter du fait qu'on a des retraités pour certains d'entre eux, pas pour tous, et c'est pour ça qu'il faut une réforme. Si on le compare, hélas, aux autres systèmes dans le monde, on a plutôt un bon système de retraite. Maintenant, vous allez l'impacter et le détruire. C'est ça le problème. Mais si, madame, pour quelle raison des gens sont dans la rue? Interrogez-vous. Si vos arguments étaient pertinents, y compris, je ne vais pas être cruel de reprendre ce que vous venez de dire, qui franchement défie toutes les lois de la physique économique, à savoir désormais la carrière. On va y gagner si on calcule sur la totalité d'une carrière. Bref. Je vais vous donner un exemple. Lequel? Je vais vous donner l'exemple. Vous m'annoncez une chose heureuse, c'est que grâce à Marlène Schiappa, mais je suis content, on va obtenir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, donc renforcer notre système de retraite de 5 milliards. Je n'y crois pas un instant, hein, mais enfin c'est pas grave. Admettons que vous le fassiez. Faites-le madame, faites-le. Je vous soutiendrai et je vous annonce quand même que le groupe France Insoumise votera à l'Assemblée nationale. Mais faites-le. Marlène Schiappa sera heureuse. Oui, sauf que depuis le début, ça n'est que des astuces de communication. Mais il n'y a aucun problème. Alors je vais vous dire... S'il s'agit donc de dire de la part de ce gouvernement qu'à carrière égale, on obtienne, mais j'ai aucun problème. Mais je vous interromps parce que l'échange est très intéressant, mais je voudrais poser une question à Jérémy Brossard qui suit le dossier avec évidemment ses yeux. Ses yeux observateurs. Mais moi, quand j'écoute un échange comme ça, je me dis forcément, l'un comme l'autre, vous ne pouvez pas avoir 100% raison. Vous êtes tous les deux dans vos idées, dans vos engagements politiques. Comment on peut être parti d'une volonté affichée d'avoir une réforme qui était plutôt inspirée des travaux de Thomas Piketty sur les inégalités, plutôt de gauche. C'était plutôt ça au départ, je dis pas au départ. Et on arrive effectivement à avoir une partie plutôt à gauche, de personnes complètement opposées, en disant c'est injuste et on est très loin de la justice sociale qui était... Comment on a pu arriver aujourd'hui et comment on en est encore là ce soir en fait? Une des difficultés, c'est qu'on est dans une réforme qui est globale et extrêmement complexe. En 2010, Nicolas Sarkozy avait proposé de mettre l'âge légal à 62 ans. On s'en souvient, il y avait eu des millions de personnes dans la rue, mais c'était assez binaire, assez simple. On était pour ou on était contre. Et les Français, l'opinion d'une manière générale, arrivait à se faire assez facilement une opinion si on considérait que c'était une bonne chose, que c'était ce qu'il fallait faire pour assurer l'équilibre financier, pour assurer le système, ou si au contraire on considérait que c'était quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens. Là, on est sur une réforme qui est globale, qui est extrêmement complexe, et on voit quand on voit les sondages d'opinion, l'opinion est partagée. Si on l'interroge sur l'âge pivot, elle est clairement contre. Sur l'idée d'un régime universel, là on voit des Français assez partagés, et sur la fin des régimes spéciaux, là on voit des Français qui sont plutôt favorables. Donc il y a une forme d'illisibilité de la réforme, sans doute un manque de pédagogie de la part du gouvernement qui a du mal à mettre en avant les points qui seraient pourtant positifs. On pense notamment aux agriculteurs qui sont parmi les professions qui ont les retraites les plus basses en France actuellement. Donc c'est une bataille de communication difficile à mener, sans doute pour l'exécutif. Encore une fois, parce que c'est une réforme globale qui concerne tout le monde, avec chacun sa particularité, son métier et les spécificités de chaque métier. Je me tourne à la droite du plateau dans un instant, puisque visiblement on va réagir, mais Thierry Marty, écoute les échanges depuis longtemps. Qu'est-ce que l'UNSA doit demander à cette conférence de financement? Qu'est-ce que l'UNSA doit valider pour aller jusqu'à la signature? L'UNSA, tout dépend de ce qui va sortir de la conférence de financement. On va travailler sur du concret. On va arrêter de travailler sur des postulats et sur des slogans. On va travailler sur du concret. On est sur un horizon 2027. Donc d'ici 2027, si effectivement on est amené à revaloriser significativement le salaire des femmes pour atteindre l'égalité salariale, on va avoir... je veux dire, mais c'est pas du tout, ça ne concerne pas la réforme des retraites. La réforme des retraites, c'est une conséquence de... On va avoir des cotisations supplémentaires par rapport aux projections du corps. 2027, si on revalorise comme c'est prévu à travers la réforme, pour faire la réforme, le salaire des enseignants, on va avoir des cotisations supplémentaires qui vont venir améliorer les chiffres qui ont été donnés par le corps. Si 2027, on arrive à trouver des mesures pour faciliter le travail des seniors et ne pas faire qu'aujourd'hui les gens qui posent leur droit à la retraite à 62 ans ou à 63,5 comme on dit, sont capables de réellement travailler, puisqu'aujourd'hui on a les 2/3 qui ne travaillent pas, on va avoir davantage de cotisations qui vont améliorer le système. Donc tout ça, on va pouvoir le poser et partir sur quelque chose de plus réaliste. Mais cher monsieur Marty, ça aurait pu être intéressant que M. Delevoye, première période,
le fasse avant de parler d'un projet de loi. Parce que là, moi, je suis député, au mois de février, on va demander de voter un texte, hein, d'accord ? Vous dites, et je peux comprendre, comme syndicaliste, s'il y a du grain à moudre, que ça augmente les salaires, on verra. Mais tout le travail préalable de M. Louvois, pour lequel il a été payé, je tiens à le rappeler, ça sert à quoi tout ça ? Parce que là, ce que vous dites, vous comprenez, honnêtement, mais je ne vous mets pas en cause votre parole, ne correspond pas à la réalité. On a un gouvernement qui, lui, est très clair dans ce qu'il propose. C'est très cadré, la lettre de mission, y compris ce qu'il dit aux organisations syndicales. Et il leur dit même, si vous ne faites pas tel que je l'entends, je reprendrai la main. Donc, au bout d'un moment... Si vous n'arrivez pas, vous mettez d'accord. Bah oui, mais si vous pas comme je l'entends. Il n'y aura pas de point d'accord. Ou alors, je pense qu'il faut qu'on revienne aussi un tout petit peu à la réalité. Le point d'équilibre aujourd'hui. Parce que la réalité, c'est que depuis le 5 décembre, il y a des grèves qui continuent. 38e jour. Des grèves reconductibles, ce qu'on n'a jamais vu. Il y a eu plusieurs grèves qui sont relancées. Et on voit aussi dans la culture, parce qu'on parle beaucoup du rail, on parle beaucoup évidemment de la RATP. On voit peut-être un petit peu moins tout ce qui se passe aussi dans le privé, les grèves qui partent sur plusieurs jours. Cette journée du 9, exceptionnelle. On n'a jamais vu ça. Un mois après le début d'un mouvement, d'en être à un point aussi haut, aussi fort. Je me permets de dire que je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez avancé tout à l'heure, mais sur la façon de penser. C'est pas complexe du tout. C'est assez simple ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on a un gouvernement qui camoufle la façon d'avancer, qui utilise des mots, qui fait croire qu'il y aurait du progrès social, là où il n'y a que du pire pour l'ensemble de la population et des salariés. C'est ça qui est en train de se passer. Où est-ce qu'il y a un progrès social quelconque dans cette mesure-là, dans cette réforme sur les retraites ? Mais nulle part. Que ça soit sur les femmes, et on peut en parler, on peut démontrer à quel point les femmes ont à y perdre aujourd'hui avec cette réforme des retraites. Que ça soit sur les pensions pour l'ensemble de la population, quelles que soient les personnes, du privé ou du public. Et d'ailleurs, c'est bien de sortir des exemples éthérés d'amélioration. On n'a toujours pas, et pour l'ensemble des salariés, une possibilité de voir ce que serait cette réforme des retraites. Les différents simulateurs n'ont pas été très efficaces. Mais, je me permets d'aller un tout petit peu plus loin. Non seulement il y a une grève qui dure et qui va durer, parce qu'on a un gouvernement qui est sourd et aveugle là. Je pense que vous vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer dans ce pays. Encore des manifestations avec des centaines de milliers de personnes. Je n'ai pas encore les chiffres qui sont montés partout aujourd'hui. Alors, je vous donne les chiffres. 150 000 à Paris selon la CGT, 149 000 sur l'ensemble de la France, dont 21 000 à Paris selon le ministère de l'Intérieur. Oui. Je vous donne les chiffres. Oui, vous faites ce que vous voulez, je vous les donne. Le ministère de l'Intérieur, on a vu aussi jeudi comment ça peut être. C'est moins que jeudi. Parlons un tout petit peu du ministère de l'Intérieur. Je ne vais pas monopoliser la parole non plus. Le ministère de l'Intérieur et la pratique, comment dire, il y a une responsabilité sur les violences qui ont lieu ces derniers temps. Et je parle des violences contre des grévistes qui manifestent. Nous, on a des camarades syndicalistes, de tous syndicats confondus, mais particulièrement des camarades de Sud, qui sont solidaires, qui ont été blessés en manifestation ce jeudi, qui ont été blessés en manifestation aujourd'hui. Vous pouvez aller sur notre site, sur Solidaire, on a le film. On voit une camarade qui est tirée au sol et molestée au sol par des policiers. Et il faut qu'à un moment donné, ça soit dit, ça soit su. Les responsabilités, c'est pas que ces policiers qui sont là. C'est aussi le ministère à un moment donné. Et c'est aussi ce gouvernement qui est dans une stratégie de la tension et de la terreur vis-à-vis de grévistes, vis-à-vis de salariés qui manifestent et qui sont en grève pour protéger leurs droits à une retraite digne et décente. Précision importante. Ce midi, dans la même émission, on avait un reportage justement consacré aux violences dans lesquelles on faisait état des dérapages et de policiers qui allaient trop loin. Juste pour que vous soyez rassurés. Il n'est pas question de prendre... Moi, il n'est pas question juste de dérapage individuel. Non, j'ai pas dit ça. J'ai bien compris que vous mettiez en cause. Il y a eu aussi des demandes, je crois que c'est la France Insoumise qui demande la démission du préfet de police l'allemand, me semble-t-il. Voilà. Mais je voudrais juste qu'on autant une revienne... syndicaliste UNSA, que vous connaissez peut-être Irène RATP, oui, qui s'est fait... On avait l'image... Franchement, elle ramasse son téléphone, le policier la moleste. On a vu l'image... tolérer ça. Il n'y a pas de souci. Mais je voudrais qu'on en revienne au fond. Qu'est-ce que vous répondez à ce que nous disait Simon Dutheil? En gros, tout est acheté. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien de bon. Tout à l'heure, vous avez pris un exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui pourraient convaincre que, pour certains en tout cas, cette réforme va dans le bon sens et va apporter une meilleure pension au final? J'ai bien entendu ce qui a été dit et je regrette cette attitude jusqu'au boutiste parce qu'il y a vraiment, maintenant qu'on a un avant-projet, des éléments de progrès social importants. Je voudrais rajouter, vous parliez tout à l'heure de la fin de carrière, par exemple, dire que la fin de carrière permettra d'acquérir de nouveaux droits, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc on pourra améliorer sa pension de retraite. Là encore, un moyen d'avoir plus et de façon à avoir une retraite
plus digne, pour reprendre votre mot tout à l'heure. Donc vraiment, tout y est. On va pas, c'est un projet énorme, c'est 140 pages pour le moment, et le nombre d'éléments de progrès social est tout à fait considérable. Et je reprends l'histoire, qui est très important parce qu'il faut s'adapter au monde actuel du marché du travail et des carrières. Les carrières ne sont plus linéaires. Vous avez la chance d'avoir la possibilité d'une carrière linéaire. C'est formidable, mais hélas, ça n'est pas le cas de tout le monde. Et nous avons aujourd'hui, nous le savons, des personnes qui, au moment de la liquidation de leur pension, sont obligées de faire appel à 4, 5, 6, 7, 8 caisses de retraite. Et elles reconstituent la carrière. Oui, avec ce que je viens de vous dire, avec un service pour faciliter pour ces personnes-là la reconstitution de leur carrière. Avec une perte très importante, avec une perte importante au niveau de leur pension de retraite, puisque les 25 meilleures années sont mal prises en compte. Il s'agit de personnes du secteur privé. Effectivement, dans le secteur public, c'est différent, mais il y a également des avancées pour le secteur public, notamment cette possibilité d'acheter des points qui n'étaient pas accessibles aux gens du secteur public. Et avec quel salaire dans le secteur public ils vont acheter leurs points, s'il vous plaît ? Il y a des choses qui sont possibles qui n'étaient pas possibles jusqu'à présent. Oui. Donc ça, c'est ça qu'il faut voir. C'est vraiment une réforme de justice sociale. Il y a beaucoup d'éléments dedans. J'en ai cité quelques-uns. Et je crois qu'il faut arrêter cette attitude jusqu'au boutiste. Et également voir que la transition d'un système à l'autre sera extrêmement progressive et lente et répond à des demandes qui avaient été faites. Excusez-moi, c'est vous qui êtes jusqu'au boutiste. Les lois sur le marché du travail, le code du travail, pour les chômeuses et les chômeurs, et maintenant pour les pensions retraite. Mais qui est jusqu'au boutiste ? C'est votre gouvernement. C'est votre gouvernement qui essaye toujours de tirer plus sur les salariés. Ah, nous sommes dans un projet jusqu'au boutiste de transformation de la France, aucun doute. On est dans un des pays les plus riches. On sort des archaïsmes pour aller vers la modernité. C'est certain. L'argent, il y en a. Et ça, on est jusqu'au boutiste sur ce plan-là, je vous l'accorde. On ira vers la transformation, vers de l'amélioration pour tout le monde, justement. Pour tout le monde. Et bien nous, la transformation pour tout le monde, c'est de se dire qu'aujourd'hui, dans un pays qui est riche, on doit avoir les moyens de ramener une retraite à 60 ans. Riche, mais pas irresponsable. Irresponsable. Pardon, je ne suis pas du tout l'avocat d'Emmanuel Macron ou du gouvernement, mais c'est Emmanuel Macron qui est à l'Élysée, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Et forcément, moi, je ne suis pas d'un parti politique. Non, mais je ne sais pas du tout ce que c'est, mais forcément, si on avait eu un autre locataire à l'Élysée, on aurait eu sans doute une autre politique. C'est un choix qui a été fait. Accordez-moi quand même qu'Emmanuel Macron, concernant l'âge de la retraite, il a été très clair. Elle a dit qu'il ne rallongerait pas le temps. Bon, donc moi j'observe que... Il ne touche pas l'âge légal, c'est là où il y a effectivement une espèce de hiatus. Mais bon, j'espère que dans la part d'Emmanuel Macron, il n'y a pas ce cynisme de dire je vous ai fait croire quelque chose. Parce que l'âge légal aujourd'hui, on voit bien que c'est devenu quelque chose qui n'a plus aucune valeur. Parce que si vous dites aux gens, vous pouvez partir à un certain âge de retraite, mais que votre retraite n'est pas complète, il y a quand même une sacrée entourloupe. Je pense qu'Emmanuel Macron, allez, je vais dire quand même un honnête homme, quand il a dit ça aux Français, il pensait réellement à ce qu'il pensait. C'est quand même pas rien quand vous revenez là-dessus. Donc ça nécessite... On ne revient pas sur l'âge légal. Par exemple, hier, le président de la République, à l'occasion, j'oublie le nom de la conférence sur l'écologie, a dit qu'il allait soumettre à référendum des propositions. Sur les retraites, faites-le. Faites-le. Écoutez. On va quand même pas faire un référendum sur les questions mineures. Et là, le pays est sans dessus-dessous, avec quelque chose auquel il n'y comprend plus rien, mais vous ne voulez pas faire une consultation. On en reparle dans un instant. Si vous êtes à l'aise. Parce qu'au bout il y a un problème démocratique de fond. Pas élu pour le faire. Ça concerne tout le monde. Et là... Pardon, pas élu pour le faire ? Oui, je le dis, madame, vous n'avez pas été élu pour repousser l'âge de la retraite. Nous avons été élus pour transformer le pays, nous avons été élus démocratiquement. Et la réforme était annoncée dans le programme. Il n'y a aucune surprise. Non, vous avez dit l'inverse. Je sais pas, il y a un monsieur, il s'appelle Emmanuel Macron, il a dit aux Français, je ne repousserai pas l'âge de la retraite. Il ne le repousse pas, l'âge légal n'est pas repoussé. L'âge légal n'est pas repoussé. C'est pour ça que je vous parlais de donc, on est d'accord que c'était une entourloupe. Il disait ça, mais... Là, les Français, vous dites vous-même, vous avez vu les... Attendez, madame, là, je vais être précise, je vais mettre... En 30 secondes, parce que je vois les sur le terrain. Regardez les tableaux qu'il a proposés, il va y avoir un âge glissant, d'accord ? 4 mois supplémentaires. Un âge d'équilibre adapté pour une pension adéquate. Qui va repousser. Adapté. Et quand votre pension de 1 200 €, elle devient une pension de 1 900 €, c'est indiqué dans le projet de loi. De plus. Et la réalité, c'est repousser l'âge et le travail pour tout le monde. On poursuit. Je prends la direction de la place de la République où on retrouve Maryse Semelin. C'est la bonne nouvelle du soir, messieurs, dames, quand même. A priori, les incidents, le face-à-face tendu est terminé. Marie, vous nous confirmez que la situation est de nouveau normale, place de la République à Paris ? Oui, tout à fait. Ce qui nous permet de vous parler ici en face de cette caméra, sans mouvement de foule autour de nous. La place est de nouveau occupée par des piétons, des cyclistes, des automobilistes. Tous les accès de la place ont été réouverts. Jusqu'à il y a encore une demi-heure à peu près, les CRS bloquaient. L'incident, le face-à-face tendu est terminé. Marie, vous nous confirmez que la situation est de nouveau normale, place de la République à Paris ?
Oui, tout à fait. Ce qui nous permet de vous parler ici en face de cette caméra, sans mouvement de foule autour de nous. La place est de nouveau occupée par des piétons, des cyclistes, des automobilistes. Tous les accès de la place ont été réouverts. Jusqu'à il y a encore une demi-heure à peu près, les CRS bloquaient les différents accès de cette place et ont évacué avec succès un petit noyau de Black Bloc qui restait ici via le boulevard Magenta. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ce cortège est arrivé sur la place de la République, il y a peut-être de ça 2 heures, eh bien, il y avait ce petit noyau qui clairement cherchait l'affrontement avec les forces de l'ordre, lançait des projectiles. On a vu aussi des cocktails Molotov, quelques attaques envers des vitrines de commerçants. Il y avait différents lieux où ça se passait place de la République et les CRS essayaient de les rassembler dans un même endroit pour les évacuer. Ça, c'est désormais fait. En fait, quand le cortège est arrivé via le boulevard du Temple, ce grand cortège qui est parti en début d'après-midi de la place de la Nation, eh bien c'est d'abord ce petit noyau de Black Bloc qui est arrivé et puis il y avait un mélange assez hétéroclite à la fois de syndicalistes, de membres de syndicats. On a vu la CGT, on a vu Sud Solidaire qui manifestaient clairement avec des banderoles contre cette réforme des retraites qui s'adressait directement au gouvernement, et puis des gilets jaunes et puis des gens un petit peu plus violents qui faisaient aussi partie de ce cortège qui eux s'adressaient plus directement aux forces de l'ordre contre les CRS et la police présents et contre le président de la République Emmanuel Macron moins directement sur cette réforme des retraites. Ça a d'ailleurs été, Marie, la tendance tout au long de cette journée que vous avez suivie auprès des manifestants. Oui, tout à fait. C'était assez étrange dans ce cortège de voir vraiment des populations très diverses, une population très hétérogène, à la fois rassemblées dans ce cortège. En début de cortège, plutôt en début de rassemblement, là où nous étions, il y avait des gens sans trop de slogans, sans trop de sigles de rattachement, avec ces messages très généraux qui chantaient par exemple le nom de Cédric. Cédric, c'est cet homme d'une 40aine d'années qui est mort après un malaise cardiaque, après une interpellation des forces de l'ordre et qui interpellait directement le président de la République Emmanuel Macron et les CRS qui ont accompagné cette manifestation sur les trottoirs de gauche, les trottoirs de droite tout au long de cette marche. Et puis derrière, il y avait une manifestation, on va dire, beaucoup plus classique avec des slogans contre la réforme des retraites, avec les ballons des syndicats qui étaient présents et tout ce monde s'est retrouvé en fin de cortège sur la place de la République où les affrontements se sont désormais terminés. Merci beaucoup Marie Semelin pour ces précisions et pour l'ensemble de votre travail tout au long des manifestants, aux côtés des manifestants, tout au long de cette journée. Simon Dutheil, vous avez des informations importantes sur l'intersyndicale qui se réunissait. Je peux vous dire que l'intersyndicale nationale qui réunit la CFE-CGC, la CGT, Force ouvrière, la FSU, Solidaire, ainsi que les organisations lycéennes étudiantes, confirme les dates du 14, 15 et 16, appelle à faire des grèves, à rejoindre la grève le plus massivement possible et à faire du 16 une énorme journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle. Donc vous voyez, à un moment donné, la réalité, elle est là. Les organisations qui représentent la majorité des salariés, aujourd'hui, dans ce pays. À travers cette lettre, c'était d'envoyer un signal notamment à la CFDT, à Laurent Berger. Quand on parle de retrait de l'âge pivot à court terme, c'est-à-dire mise en place progressive dès 2022, de ce point de vue-là, il y a un signal qui est lancé notamment à la CFDT. Et puis il y a aussi un autre signal qui est envoyé lorsque le Premier ministre réaffirme sa volonté d'atteindre un équilibre financier. Il parle d'impératif en 2027. Là, c'est un signal qui est clairement envoyé à l'électorat de droite, qui parfois se rejoint avec l'électorat macroniste. On est à moins de 3 mois maintenant des élections municipales, donc c'est une forme de « et en même temps » du Premier ministre, avec une incertitude à ce stade, c'est de savoir comment l'opinion va réagir à ces dernières annonces. On a vu dans les récentes enquêtes que l'âge pivot, c'était un point de crispation, rejeté par l'opinion. Est-ce que finalement cette lettre du Premier ministre va changer la donne? On verra sans doute en début de semaine prochaine les prochaines projections. Est-ce que l'opinion réagit plutôt positivement ou pas, ce qui pourrait peut-être isoler certains syndicats, notamment dans les transports, ceux qui poursuivent le mouvement dans les transports ou pas. On voit que la bataille de l'opinion est toujours en cours et de ce point de vue-là, il est trop tôt sans doute pour donner un vainqueur, et on a le sentiment que malgré cette lettre, c'est pas forcément lundi ou mardi que les transports, les grèves dans les transports notamment, parce que ce sont sans doute celles qui sont le plus pénalisantes pour beaucoup de Français, vont cesser. Alors justement Thierry Marty, on sait que la base de votre syndicat n'a pas forcément suivi les décisions qui venaient de la tête du syndicat, pardon pour l'expression. Comment aujourd'hui l'UNSA va marcher et parler d'une même voix pour ces négociations qui s'ouvrent? Moi je dis
Tout dépend de ce que vous appelez la base. Moi, j'ai remarqué que lorsque nous avons appelé à la pause, regardez les statistiques de grève à la SNCF entre la période de Noël et la période du Nouvel An. On veut dire que ça n'a pas été automatique. Et lorsque nous avons appelé à la mobilisation pour jeudi, regardez les statistiques de grève jeudi et vendredi. Voilà, moi je regarde les chiffres. Donc vous irez confiant, les responsables de l'UNSA iront confiants, forts du soutien de... Non, mais les responsables de l'UNSA vont prendre des décisions, donc celle de travailler à la conférence de financement, mais je n'ai pas entendu ni la CGT ni FO dire qu'ils allaient boycotter la conférence de financement. Clairement pas. Donc on va peut-être pouvoir travailler concrètement sur des choses mais ça n'avait pas fonctionné mesurées. Ça n'avait pas fonctionné sur l'assurance chômage. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que ça pourrait fonctionner? Et puis là, on est aussi sur un faux sujet. Cette question de l'âge pivot, elle a été construite assez artificiellement sur le mois de décembre. Et là, sur le mois de janvier, on voit bien, il y a un récit avec notamment la CFDT qui a à peu près strictement rien fait depuis le début. D'ailleurs, si là, il y a une tentative de quelque chose, c'est bien parce qu'il y a des millions de salariés qui se mobilisent. C'est pas du tout grâce à la CFDT de façon quelconque. Et tout ce que le gouvernement était obligé de lâcher, c'est bien par l'action des salariés engagés depuis le 5 décembre. Ça, c'est évident. Mais ceci dans le concret, aujourd'hui, dans le monde du travail. Vous avez déjà vu un mouvement aussi soutenu, après un mois, qui touche les transports? Non, ça c'est du jamais vu. Et pourquoi? Parce que tout le monde sait, intuitivement, et maintenant de façon de plus en plus précise, qu'on va y perdre. Nous les salariés, nous les personnes qui travaillons, nous les personnes qui créons les richesses dans ce pays. Parce que c'est de là qu'elles viennent ces richesses. C'est parce qu'il y a des gens qui travaillent. Et c'est ces gens qui travaillent qui veulent pouvoir, à un moment donné, partir à la retraite. Précision d'Alexis Corbière et je reviens vers Anne Genetet dans un instant. Non, moi... Je vais vous dire, on est dans un moment particulier. Je voudrais envoyer un grand merci aux ces agents de la RATP et des cheminots qui sont en grève. Ils en sont à leur 39e journée. C'est dur. Ils me le disent tous dans la manif, c'est dur. Je veux dire que s'il y a des creux, c'est pas des creux, c'est que pour les gens c'est dur. Il faut les remercier. Les seules choses qui font bouger, c'est pas ces stratégies qu'ont fait la CFDT. Si elle se voulait aller vainqueur de rien, le seul rapport de force qui a créé, c'est grâce à ces gens courageusement qui perdent des journées de travail et de salaire, qui vont recevoir des fiches de paye prochainement où il y aura des chiffres très bas. Ce sont des héros, ces gens, qui sont régulièrement méprisés, pris de haut par un gouvernement qui les traite de privilégiés. Ça amène d'ailleurs une colère. Mais ce que j'ai envie de dire aussi à travers les Français qui nous regardent, c'est aussi le moment d'élargir le mouvement. Les profs, notamment, je les ai évoqués, c'est très dangereux. Le privé, j'ai vu des gens de Total qui sont mobilisés, j'ai vu des salariés de Lidl. Il faut qu'ils rentrent dans le mouvement. Il faut que le gouvernement comprenne que son astuce et sa manœuvre, qui transforme le débat pipeau sur l'âge pivot en un âge mystère. C'est ça la réalité qu'il nous propose, l'âge mystère. Vous ne saurez pas comment vous allez partir, mais il y a une seule chose qui est sûre, c'est qu'avec le temps, vous partirez plus tard. Et mon voisin l'a dit, les gens ne veulent pas, revenant à des débats simples, ils ne veulent pas travailler plus longtemps parce que le nombre de gens qui n'arrivent même pas jusqu'à l'âge de la retraite actuellement, qui sont déjà plus dans l'emploi, est significatif, au moins 300 000 personnes. Et plus vous repoussez l'âge de la retraite, plus vous faites des gens qui sont au chômage. Et c'est absurde. Et enfin, on peut quand même dire des choses. Si vous voulez faire rentrer dans l'emploi les jeunes, bon sang, on est dans un pays où il y a un chômage de jeunes trop important. Si vous repoussez l'âge de la retraite, vous favorisez le chômage pour les plus jeunes. C'est ça la réalité. Dans ce moment-là, de la semaine qui vient, c'est facile la position qui amène. Moi, la seule chose que je fais, c'est donner dans des caisses de grève parce que je suis un parlementaire. Je veux pas faire le malin. Mais franchement, il faut élargir le mouvement. Il faut que le rapport de force continue. Démocratique. C'est un droit démocratique, celui de manifester. Celui de faire grève. Et c'est aussi ce qui me met en colère quand je vois les consignes données par le préfet pour une violence contre les manifestants. Quand plus de 35 ans de militantisme, je n'ai jamais vu. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai déjà vu les forces de l'ordre agir, et par moments, peut-être qu'elles ont raison d'agir. Mais ces bagarres, ces comportements violents, ces crocs en jambes, ces coups de matraque sur des gens, à des syndicalistes, des gens honnêtes, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est le moment de tenir bon. Je sais que c'est facile à dire, mais élargissons le mouvement. Ça ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des gens de la RATP et des cheminots qui sont vraiment les héros de cette mobilisation. Il faut que ça s'élargisse pour que le gouvernement entende et qu'il retire. Et après, on discutera de toutes les belles promesses que vous nous faites. On va augmenter les salaires des femmes, on va augmenter les salaires des profs. Demain sera merveilleux. Faites-le d'abord et après, on verra. Anne Genetet, j'imagine que vous n'êtes pas surpris par l'opposition d'Alexis Corbière, mais quelles sont les marges de manœuvre qu'il reste encore au gouvernement? Alors, je dois rebondir sur le fait que cette conférence de financement, elle est évidemment ouverte à tous ceux qui ont le sens de la responsabilité tout le monde va y et qui aller, est d'équilibrer le système. Je pense que tous les Français ont envie que nous soyons tous responsables. Gouvernement, majorité... Il est équilibré actuellement le système, madame.
Tout le il monde est a envie équilibré le système. qu'on travaille autour de cette conférence. Non, mais on ne peut pas Maintenant, discuter sur la base de mensonges. Les détails, les points de développement, d'amélioration, le Premier ministre d'ailleurs l'a mis dans sa lettre de cadrage. Il y a de nombreux points sur lesquels il y aura des concertations pour pouvoir améliorer, notamment, vous l'avez souligné, vous avez raison, les fins de carrière, permettre effectivement à des personnes qui ne peuvent pas, compte tenu de la pénibilité de leur travail, aller jusqu'à l'âge légal même parfois. Hein. Et ces personnes-là, il faut pouvoir les accompagner. Comme députée, madame, vous avez voté la suppression de 4 critères de pénibilité. Vous l'avez voté, vous. Ne venez pas parler de pénibilité, vous êtes député, vous avez voté. Dernièrement, quand on a eu le débat, il y a un an. Non mais madame, écoutez, un peu de sincérité dans le débat. Il y a un an, lorsque madame Pénicaud a modifié le code du travail, vous avez voté la suppression de 4 critères de pénibilité, notamment le port des charges lourdes. Vous l'avez fait sans sourciller, ça nous a mis fort en colère. Et aujourd'hui, vous venez parader en parlant de pénibilité. Le sujet est à nouveau. À cause de vous, aujourd'hui, il y a des gens qui ça ne rentre plus dans les critères de pénibilité. Vous n'avez aucune crédibilité, madame, pour nous parler de pénibilité. Comprenez que les gens l'entendent ça. Et qui permettra d'octroyer des points supplémentaires et qui permettront de partir plus tôt. C'est écrit même dans la lettre. Franchement, votre histoire, c'est pas pivot, c'est pipeau. Voilà. Et je crois que tout ça nécessite aussi le plus important. Et s'il y a cette lettre de cadrage et que 3 syndicats ont accepté la main tendue et chacun a fait un pas l'un vers l'autre, c'est aussi une question de confiance. Et il y a un moment, il faut aussi savoir se faire confiance Almedef est content, pour pouvoir avancer. Et les Français attendent de nous responsabilité, courage et confiance. Eh ben, c'est exactement ce qu'on décide dans les assemblées générales aujourd'hui. De la responsabilité, du courage et de la confiance. Non, la de la confiance responsabilité, parce qu'on va faire retirer ce projet de loi. C'est ça qui va se passer, madame. Parce que vous mentez là. Vous mentez La responsabilité aujourd'hui, elle est que les personnels, oui, qui sont dans les transports publics, RATP, SNCF, reprennent le travail clairement. Car cette attitude jusqu'à-boutiste est inacceptable. Mais qu'est-ce que vous avez fait du jusqu'au-boutisme? Parce que maintenant, cette attitude est inacceptable. C'est quoi du jusqu'au-boutisme pour vous? Non, mais c'est des mots que vous utilisez comme ça là, pour qualifier. Il y a tout un espace qui est ouvert. C'est quoi du jusqu'au-boutisme? La conférence de financement qui permettra de dialoguer, les critères, les différents éléments de dialogue qui seront présents, et ensuite le dialogue parlementaire qui permettra d'avancer et d'enrichir. Absolument. D'accord, donc c'est respectable. Absolument. Et c'est tout à fait responsable. J'ai pas dit que la mais vous dites qu'il faut qu'il retourne au travail. Vous n'avez quand même pas le droit, vous, de dire. C'est maintenant qu'on va faire plier votre gouvernement, madame. C'est maintenant que ça va se passer. Nous verrons au mois d'avril ce qui sort de la conférence de financement. Et à ce moment-là, vous prendrez vos responsabilités et nous prendrons les nôtres, comme le Premier ministre l'a indiqué dans sa lettre. Mais on en discutera quand on aura retiré votre... Jérémy Brossard, est-ce que le gouvernement peut encore faire des gestes? Est-ce que, alors l'expression patate chaude vaut ce qu'elle vaut, mais elle est assez imagée, de donner la responsabilité aux partenaires sociaux de négocier, de trouver un accord pour cette conférence de financement? Est-ce que ce n'est pas s'octroyer au final le droit de dire vous n'avez pas réussi comme pour l'assurance chômage et on va faire comme on voulait au départ? Oui, c'est le risque et c'est la raison du débat cet après-midi sur le type de retrait provisoire sous conditions temporaires, parce que le gouvernement, par la voix d'Édouard Philippe, l'a réaffirmé, il prendra ses responsabilités si jamais la conférence de financement devait échouer pour maintenir l'équilibre budgétaire en 2027, puisque ça reste l'impératif prononcé par le Premier ministre. De ce point de vue-là, pour l'instant, effectivement, il renvoie la balle aux partenaires sociaux, à cette conférence. Et le calendrier, on le connaît, une présentation au Conseil des ministres le 24 janvier prochain et une arrivée du texte à l'Assemblée le 17 février prochain. Voilà. Après, il faudra voir dans l'entretemps. Il nous reste, on est le 11 janvier, le Conseil des ministres est le 24, donc dans moins de 15 jours, dans moins de 2 semaines, voir comment les mouvements évoluent sur le terrain. Dans les assemblées générales, est-ce que le mouvement de grève va continuer dans les transports, s'élargir dans d'autres professions? Voilà, il faudra voir comment ça réagit. Et de ce point de vue-là, la semaine prochaine va être assez importante puisque on verra comment l'opinion réagit et comment effectivement est-ce que l'usure ne gagne pas les rangs des grévistes. Parce que c'est vrai, c'est un mouvement qui est historiquement long, 39e jour demain. Et de ce point de vue-là, c'est une difficulté politique évidemment pour le gouvernement. C'est la question que j'allais vous poser à tous les deux. Est-ce qu'au final, le combat n'est pas perdu à partir du moment... Une question. Ne regardez pas comme ça. Je pose des questions, c'est mon métier. À partir du moment où CFDT, UNSA, MEDEF signent le projet, est-ce que le combat n'est pas perdu? Comment vous pouvez continuer à mobiliser? Comme on mobilise depuis le début, en fait. Oui, mais on sent que l'opinion publique, si elle ne se retourne pas, commence un peu... Le soutien commence à s'effriter légèrement. Ce sont des choses aussi qui sont importantes. Le soutien commence à s'effriter, on est à plus d'un mois. Légèrement. Mettons l'autre côté, parce que la réalité d'une grève... C'est les personnes qui la font, qui la mènent. Moi, j'étais hier soir à Montreuil à une fête organisée par Sudrail et Solidaire RATP, nos syndicats secteurs qui sont. Mais il y a de la détermination, on sait que c'est dur, mais il y a beaucoup de solidarité et il y a la confiance dans le fait qu'on va gagner. On n'en est pas à ce niveau-là de mobilisation en pensant qu'on va arrêter parce que le MEDEF
ou la CFDT serait d'accord avec le gouvernement. Ça, on le savait déjà depuis bien longtemps. Donc ça change strictement rien en réalité. Et alors la question est peut-être plus destinée à Alexis Corbière, c'est que politiquement, le gouvernement semble en passe de gagner son pari. Semble en passe. On sait que sans le soutien de la CFDT, de l'UNSA et du MEDEF, c'était politiquement intenable. Et qu'avec le soutien de ces syndicats-là, ça peut passer. Sans aucun mépris pour l'UNSA ou la CFDT, parce que je ne critique pas sur les plateaux télé des organisations syndicales de salariés, mais c'est pas elles qui sont dans le mouvement. Un mouvement qui est historiquement long, 39e jour demain, et de ce point de vue-là, c'est une difficulté politique, évidemment, pour le gouvernement. C'est la question que j'allais vous poser à tous les deux. Est-ce qu'au final, le combat n'est pas perdu à partir du moment... Une question. Ne regardez pas comme ça. Je pose des questions, c'est mon métier. À partir du moment où CFDT, UNSA, MEDEF signent le projet, est-ce que le combat n'est pas perdu? Comment vous pouvez continuer à mobiliser? Comme on mobilise depuis le début, en fait. Oui, mais on sent que l'opinion publique, si elle ne se retourne pas, commence un peu. Le soutien commence à s'effriter légèrement. Ce sont des choses aussi qui sont importantes. Le soutien commence à s'effriter. On est à plus d'un mois. Légèrement. Mettons l'autre côté, parce que la réalité d'une grève, c'est les personnes qui la font, qui la mènent. Moi, j'étais hier soir à Montreuil à une fête organisée par Sudrail et Solidaire RATP, nos syndicats secteurs qui sont. Mais il y a de la détermination, on sait que c'est dur, mais il y a beaucoup de solidarité. Et il y a la confiance dans le fait qu'on va gagner. On n'en est pas à ce niveau-là de mobilisation en pensant qu'on va arrêter parce que le MEDEF ou la CFDT serait d'accord avec le gouvernement. Ça, on le savait déjà depuis bien longtemps. Donc ça change strictement rien en réalité. Et alors la question est peut-être plus destinée à Alexis Corbière, c'est que politiquement, le gouvernement semble en passe de gagner son pari. Semble en passe. On sait que sans le soutien de la CFDT, de l'UNSA et du MEDEF, c'était politiquement intenable. Et qu'avec le soutien de ces syndicats-là, ça peut passer. Sans aucun mépris pour l'UNSA ou la CFDT, parce que je ne critique pas sur les plateaux télé des organisations syndicales de salariés, mais c'est pas elles qui sont dans le mouvement pour l'instant. Voilà, je veux dire, le moins qu'on puisse dire, sans vous manquer de respect, l'UNSA a une faible influence malgré tout sur la grève à l'heure actuelle, même si vous êtes un syndicat tout à fait respectable comme les autres, et même la CFDT. Et la CFDT, et à la RATP par ailleurs, je pense qu'il y a des grévistes de l'UNSA. Pour connaître plus à la SNCF, on est deuxième syndicat. Devant Sud, oh là là, on n'est pas là pour montrer les choses. Non, bon, mais ce que je veux dire, c'est que... Nous, on n'a pas fait de trêve. Bon, très bien, mais je ne pense pas qu'il y a déjà une majorité des organisations syndicales, du point de vue des résultats qu'elles obtiennent aux élections professionnelles, et une majorité numérique des organisations syndicales qui restent dans le mouvement, qui n'étaient pas sur ce mode. Après, vous m'amenez sur un terrain politique. Déjà, au passage, une incise, ce sera quand même assez folklorique de discuter au mois de février au Parlement d'un texte dont, si j'ai bien compris, on en comprendra toute la saveur et on en mesurera toutes les beautés 2 mois plus tard. Donc on va rigoler quand même dans les débats parlementaires. Et pour finir, moi, chaque fois que je dis ça, en général, les gens d'En Marche se mettent à hurler. Je tiens à rappeler que... Faisons l'expérience. En 2017, on a quand même une élection présidentielle au second tour très particulière où beaucoup de gens ont voté Emmanuel Macron par rejet de Madame Le Pen. Beaucoup de gens. Ce qui était arrivé avec Jacques Chirac déjà. D'accord ? Oui, mais d'accord. Je pense que tous ces gens, et j'en vois beaucoup aujourd'hui dans ces assemblées générales, s'ils venaient à subir une défaite et une humiliation, ils ne feront plus ça. Et je pense que nous rentrons, je ne souhaite pas, dans un moment de grande turbulence pour le pays. Et le calcul d'Emmanuel Macron, très politicien, vous l'avez brossé à grands traits, Jérémy Brossard, qui consiste à dire on va siphonner la droite, pardon l'expression, on va avoir un bloc autour solide de gens qui pensent que les syndicats, il y en a marre, ce que vous nous avez dit tout à l'heure, il faut être moderne, il y en a marre de tout ce temps que vous nous faites perdre, d'ailleurs la grève, etc. Bon, ça fait 25-30% électoralement, c'est pas majoritaire. Sans doute, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on pense que ça projette au moins au second tour, et au second tour, face à Mme Le Pen, l'affaire est gagnée. Je trouve regrettable que vous ne parliez que perspective politique et réélection. Je pense qu'il y a de la part. Je pense qu'il y a de la part. C'est vraiment pas le sujet. Comment on va gagner? Ce sera le sujet, c'est-à-dire que c'est assez irresponsable. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens vous l'êtes. Écoutez, je pense, moi, que ce que vous faites est extrêmement dangereux pour le pays. J'ai compris qu'on n'était pas d'accord. Non, mais c'est pas une question de pas d'accord. C'est que je vais vous faire une confidence. Et beaucoup de copains vont me le reprocher. Au second tour, moi, j'ai voté Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Voilà, je suis l'imbécile de service qui continue à penser qu'il valait mieux Emmanuel Macron que l'extrême droite. Ce que je pense encore, sans doute sur le fond. Mais quand on voit la manière dont vous méprisez les salariés actuellement en grève, dont vous tabassez les gens, mais le nombre de gens qui disent plus jamais je ferai ça. Tous ces gens, la grande majorité de votre électorat de second tour, vous leur faites tous les jours une politique de mépris. Moi, je pense aux et donc vous n'avez pas retraite. compris, c'est ce que je veux vous dire. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle de 2017. Dans l'élection présidentielle de 2017, Emmanuel Macron était minoritaire.
était minoritaire. Vous n'avez pas reçu mandat pour mener cette politique. Et cette exaltation antisociale... On a été démocratiquement élu avec un programme et une retraite et un fonds de retraite. Dans un rejet de... C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous avez été élu dans un rejet de Marine Le Pen. Et ça, vous ne l'avez jamais compris. Donc c'est un problème de fond parce que ce pays, dans un état de grande turbulence, vous allez le fracasser. Donc il faut une victoire sociale, sinon ça va être terrible. Rendez-vous à la prochaine présidentielle. Mais avant cela, dès demain pour d'autres échanges, évidemment. Et ce mois de janvier qui s'annonce particulièrement animé. Merci d'avoir été sur le plateau de 7 jours BFM. Je vous souhaite une bonne fin de mobilisation. On va gagner, on se mobilise.